Bonjour à tous et bienvenue pour ce cours de programmation bas niveau. Ce cours reprend et complète le cours d'architecture du deuxième semestre, où l'objectif principal sera d'expliquer comment fonctionne le processeur. Voici les différentes parties qui seront abordées. Passé une petite introduction, nous verrons le fonctionnement de base d'un processeur. Ensuite, nous rentrerons dans les mécanismes de création d'une application. Nous aborderons ensuite le point principal de ce cours, la gestion de la mémoire pour le développeur d'application. Enfin, nous terminerons par le fonctionnement des procédures. L'objet de ce cours est de comprendre les mécanismes bas niveau de la programmation, et particulièrement au niveau de la mémoire et des procédures. En effet, pour programmer correctement, il faut connaître un peu ce qui se passe derrière. Comment fonctionne le processeur? Comment traite-t-il les instructions qu'on lui envoie? Comment communique-t-on avec lui? De la même manière, un bon programmeur doit connaître l'outil principal avec lequel il crée des applications, le compilateur, et la manière dont il fonctionne. Ce cours est en lien avec plusieurs modules que vous avez suivis à l'IUT, comme la programmation en C++ et l'architecture, et aura une suite en deuxième année avec la programmation système. Voici les modalités du module. Le volume horaire est de 4 heures de cours et 4 heures de travaux pratiques. Le contrôle des connaissances se fera sur la théorie et la pratique, avec du contrôle continu en TP, ainsi qu'un devoir surveillé. Il sera probablement intégré dans le DS final d'architecture. Voici quelques références. N'hésitez pas à les consulter pour approfondir les notions vues dans ce cours. Vous pouvez également me demander pour toute question, en personne ou par email. Passons maintenant à la première partie. Nous allons expliquer dans les grandes lignes ce qu'est un processeur. Un ordinateur est une machine qui n'a qu'une seule fonction, traiter l'information. Voici un schéma qui illustre ses composants fondamentaux. En tout premier lieu, on trouve bien sûr le processeur, qui est le cœur de la machine. C'est lui qui traite l'information. Mais il ne peut rien faire tout seul. Pour pouvoir stocker de l'information et la traiter, il lui faut utiliser de la mémoire, avec laquelle il communique par le biais d'un contrôleur. Ces deux éléments constituent l'essentiel d'un ordinateur. C'est tout ce qui est nécessaire pour traiter l'information. Mais bien sûr, pour qu'un ordinateur soit utilisable, il faut pouvoir communiquer avec lui via des périphériques d'entrée et de sortie en fonction du sens de transit des données. Du périphérique vers le processeur, c'est un périphérique d'entrée, par exemple le clavier. Dans l'autre sens, c'est un périphérique de sortie, comme l'écran par exemple. Nous l'avons dit, la pièce maîtresse centrale, le cerveau de l'ordinateur, est le processeur. Un processeur est une machine à exécuter des instructions. Il ne sait faire que ça et ne s'arrête jamais. Il communique avec la mémoire, où il va écrire et lire des informations, et avec les périphériques d'entrée-sortie. Sa structure interne comprend beaucoup de choses. De la mémoire interne, comme des registres, et de la mémoire cache pour l'information à traiter. Des compteurs et des horloges, comme nous allons le voir, un processeur fonctionne de manière synchrone. Et aussi des unités de traitement, comme des unités arithmétiques et logiques pour faire des calculs. Vous aurez plus de détails dans le cours d'architecture de ce semestre. Voilà à quoi ressemble un processeur vu au microscope. Celui-ci est un Intel Core i7 de génération Sandy Bridge, tout à fait similaire à ce que vous pouvez trouver dans vos PC. On voit clairement sur le schéma les 4 cœurs, le cache de niveau 3, ainsi que le processeur graphique qui est souvent intégré au processeur central, ce qui évite de recourir à une carte graphique séparée. Pour info, le processeur possède généralement deux modes de fonctionnement. Le premier, le mode superviseur, permet d'accéder et de modifier tous les registres sans exception. Il est normalement réservé aux fonctions du noyau du système d'exploitation. Le deuxième, le mode utilisateur, est un mode sécurisé avec un accès restreint aux registres utilisateurs, c'est-à-dire ceux qui servent pour la programmation. Les registres de données, d'adresses et de tests essentiellement. C'est à ce mode-là que les applications ont accès. Afin de pouvoir programmer un ordinateur, et donc communiquer avec le processeur, un modèle de programmation a été défini.
Ce modèle repose sur 3 éléments. Les registres représentent la mémoire servant à stocker les données en cours de traitement. Le jeu d'instructions est l'ensemble des opérations que le processeur sait effectuer. Elles sont câblées en dur dans sa structure. Enfin, le modèle de mémoire permet la relation entre le contenu d'un registre et le contenu de la mémoire centrale. Ce modèle utilise un concept fondamental, l'adressage, c'est-à-dire la manière dont on peut désigner un emplacement en mémoire centrale. Les registres sont la mémoire qui est la plus proche du processeur. En fait, les registres, contrairement à la mémoire centrale, sont situés directement dans le processeur. Les registres ont une fonction bien définie. Ils servent à gérer les données qui sont en cours de traitement, c'est-à-dire les données concernées par l'instruction en cours. Il en existe globalement 2 types. Des registres généraux, qui stockent des données ou des pointeurs vers les données, et des registres dédiés, qui stockent autre chose. Par exemple, le résultat d'une opération, l'état actuel d'un compteur, le résultat d'un test, etc. C'est la taille d'un registre qui détermine le type et par conséquent la capacité de traitement d'un processeur. Quand on parle de processeur 8 bits, c'est souvent parce que la taille des registres est de 8 bits. Le jeu d'instructions est l'ensemble des instructions que le processeur sait effectuer de manière native, c'est-à-dire que le programmeur n'a pas besoin de lui expliquer comment effectuer cette opération. Ces instructions sont câblées, directement codées dans le silicium. Elles sont par conséquent très élémentaires. Ce jeu d'instructions est directement utilisable quand on programme en assembleur. Développer un programme, cela consiste donc à traduire un algorithme en une suite d'instructions tirées de ce jeu. On peut le faire directement en assembleur, mais c'est rarement le cas, car les programmes résultants sont très longs. Pour info, une instruction du jeu d'instructions comporte 2 parties, un code opératoire et des paramètres. Le concept central du modèle mémoire est l'adressage. Adresser signifie désigner une case en mémoire centrale. Il est important de noter que l'unité élémentaire pour l'adressage est l'octet, et non pas le bit. Cela signifie que l'on ne peut pas utiliser la mémoire bit à bit, mais nécessairement octet par octet. Pour faire court, une adresse désigne donc un octet en mémoire centrale. Seulement voilà, une variable peut nécessiter plus qu'un octet. Un entier, par exemple, en nécessite 4. Dans ce cas, comment faire pour adresser un entier? Il faut alors adopter une convention. Si on adopte le big endian, ou grand boutiste en français, l'adresse représente l'octet de poids fort de la variable. Dans le cas du little endian, ou petit boutiste, l'adresse représente l'octet de poids faible. Nous allons maintenant voir comment le processeur s'y prend pour exécuter un programme. Il faut déjà savoir que, dans le modèle le plus répandu, nommé modèle de von Neumann, le programme est en mémoire centrale, tout comme les données. Vous verrez que ce n'est pas toujours le cas, notamment avec les microcontrôleurs. Le cycle du processeur est donc le suivant. Il va lire l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. Cette adresse est stockée dans un registre particulier nommé Program Counter, que nous appellerons PC par la suite. Cette instruction est chargée dans le processeur dans le registre d'instruction, nommé IR. Ce registre stocke le code opératoire de l'instruction. Parallèlement, le PC est incrémenté de manière à pointer sur l'instruction suivante. Enfin, l'instruction en cours est exécutée, éventuellement avec ses paramètres. Il est important de noter que ce cycle ne s'arrête jamais, absolument jamais, sauf si le processeur est mis hors tension. Voici un schéma très simplifié qui récapitule ce fonctionnement. Le processeur charge dans IR la valeur pointée par PC. Le registre PC est incrémenté, puis l'instruction stockée dans IR est exécutée. Ce cycle ne s'arrête absolument jamais, sauf si la machine est éteinte. Un processeur est en permanence en train de faire quelque chose. En architecture,
vous verrez qu'il manque une étape dans ce cycle, la détection des interruptions. Maintenant que nous avons vu, dans les grandes lignes, comment fonctionne un processeur, nous allons passer à l'étape suivante, qui est la création d'applications pour l'ordinateur. Pour cela, nous allons avoir besoin d'outils supplémentaires, à savoir un compilateur et un éditeur de liens. Comment crée-t-on une application? La réponse à cette question est finalement assez simple. Il suffit de donner au processeur une liste d'instructions à exécuter. C'est même nécessaire pour son bon fonctionnement, sans quoi il plante. Pour ces cas simples, il est tout à fait possible de réaliser cette tâche en utilisant directement le jeu d'instructions du processeur. Il faut dans ce cas utiliser ce que l'on appelle un assembleur, qui est un langage de bas niveau et qui se contente de placer les codes opératoires des instructions tapées par le programmeur directement dans la mémoire. Cela donne souvent un code efficace, sous réserve que le programmeur maîtrise bien le processeur. Toutefois, ce code n'est pas portable, si l'on souhaite changer de matériel, et bien souvent assez difficile à lire et coûteux à maintenir. C'est pour cette raison que l'on utilise, la plupart du temps, des langages de haut niveau. Les logiciels nécessaires dans ce cas sont le compilateur et l'éditeur de liens. Pour éviter de traiter directement avec le matériel, le programmeur utilise une interface fournie par le système d'exploitation. Il y a donc une interaction très forte entre les caractéristiques de l'OS et le processeur. Le travail basique de l'OS est de gérer les processus, les périphériques et la mémoire. L'API qui permet d'utiliser ces fonctions se nomme les appels système, et la partie de l'OS chargée de leur implémentation se nomme le noyau. Vous aurez plus de détails en S3 lors du module de programmation système. Comme indiqué ici, le compilateur est un programme dont la finalité est de traduire un programme écrit dans un langage de haut niveau, comme le C++ par exemple, en un programme exécutable par le processeur. Il y a en gros deux étapes dans le processus de compilation. La compilation proprement dite, qui traduit le langage de haut niveau en assembleur. Attention, le résultat n'est pas encore un exécutable, c'est un fichier objet. Il lui manque le lien vers les différentes bibliothèques, notamment celle du système d'exploitation. C'est justement le rôle de l'édition de liens, connecter les différents objets entre eux pour créer l'exécutable. Voici un exemple de traduction de langage C vers assembleur. Nous aurons l'occasion d'en voir d'autres en TP. Sans rentrer dans les détails, encore une fois nous le ferons en TP, vous pouvez constater que le source est bien plus long en assembleur, ce qui est normal car les instructions sont plus élémentaires. Pour finir, notons un rôle secondaire, mais important tout de même, du compilateur, l'optimisation du code généré. Le compilateur doit bien sûr produire un code assembleur qui corresponde à ce que le programmeur souhaite, mais il doit aussi le faire de la manière la plus efficace possible. Certaines optimisations sont assez évidentes, comme par exemple tout ce qui peut se faire localement, propager les constantes ou précalculer les expressions redondantes. Là encore, nous verrons quelques exemples en TP. Le compilateur peut aussi prendre en compte les capacités du processeur et exploiter des jeux d'instructions spécifiques. Certains processeurs sont par exemple conçus pour traiter des vecteurs de 4 entiers ou flottants simultanément, ce qui permet d'aller 4 fois plus vite. Cela s'appelle la vectorisation. Bien entendu, le compilateur ne suffit pas toujours pour cette tâche d'optimisation, et c'est souvent le programmeur qui est le meilleur optimiseur. Voici un exemple d'optimisation que le compilateur peut faire de manière automatique. Le premier cas consiste à précalculer avant la compilation la valeur d'une variable afin d'éviter de faire des instructions arithmétiques. Ici, une partie de la variable CIRC aura toujours la même valeur, quel que soit le code, donc autant la précalculer. Dans le deuxième exemple, la boucle for contient une affectation de variable j égale a, dont la valeur ne dépend pas de l'itérateur i de la boucle.
On peut donc sortir cette expression afin d'éviter de répéter 10 fois la même affectation J égale A. Ce premier cours est maintenant terminé. N'hésitez pas à le revisionner et à poser vos questions sur le forum dédié. Lors de la séance de travail en amphi, nous résumerons l'essentiel de ce cours, nous répondrons aux questions, puis nous ferons un quiz commun qui vous permettra de vérifier si vous avez compris. Le deuxième et dernier cours concernera la gestion de la mémoire. Nous y parlerons de la pile et du tas. Nous verrons également les pointeurs et les allocations dynamiques en C, et nous terminerons par la gestion des procédures, c'est-à-dire les appels de fonctions.